Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'équipe obstinée réussit pourtant à décrocher un entretien avec lui. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'assurer. Après ça, ils pourront rentrer sereinement à Paris avec toutes les informations dont ils ont besoin. La veille de l'interview, ils se rendent au Palais des Sports de Berlin, où le futur Führer s'apprête à tenir son dernier meeting avant les élections. Depuis les tribunes, l'ambiance est sidérante. Dès le moment où le petit bonhomme à moustache pose le pied sur scène, jusqu'à ce qu'il la quitte 3 heures après, c'est un déroulé de cris, de bras en l'air, d'invectives assourdissantes. Maïko, le souffle court, traduit consciencieusement le discours mouvementé d'Hitler à ses camarades qui l'écoutent avec effroi. Le lendemain, quand ils entrent dans l'immeuble du Parti national-socialiste, Lucien n'a pas encore décoléré. Sauf que quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, la bande se retrouve nez à nez avec Adolf Hitler en personne. Notre rédacteur en chef n'y était pas vraiment préparé et il n'arrive pas à se contenir, ni une ni deux. Il fusille du regard le candidat du parti, lui communiquant toute la haine qu'il ressent envers lui. Et quand l'ascenseur s'arrête enfin, le temps s'est figé. Tout le monde retient sa respiration. L'assistance entière est en apnée. Hitler, d'un calme olympien, brise en premier le malaise et sort nonchalamment dans le couloir sans un autre regard pour l'équipe. Évidemment, l'équipe ne le reverra jamais. Quelques minutes plus tard, son staff annonce aux journalistes que finalement, il a décidé de ne pas les recevoir. Lucien, dans sa fureur incontrôlée envers cet homme aux idées terrifiantes, vient de se mettre à dos le Führer en personne. En janvier 1933, la mauvaise nouvelle éclate, il a été élu, Hitler est au pouvoir. En Allemagne, les journalistes de vue ont désormais l'interdiction de venir fourrer leur nez dans les affaires du pays. Malgré la censure, le magazine continue de publier des articles dénonçant les actes antisémites du parti nazi, ses exactions anticommunistes et sa politique de réarmement massif. Pour illustrer ces articles, Lucien s'amuse à détourner carrément les images officielles des agences de presse avec des légendes chocs et des photomontages. Mais il lui en faut plus. 1 mois après l'incendie du Reichstag, ulcéré de ne pas pouvoir exercer son métier comme il l'entend, Lucien décide de réenvoyer quand même une équipe à Berlin, cette fois sous couvert d'anonymat, pour exposer la situation aux yeux du monde. Parmi les journalistes, Maïko est de nouveau présente à l'appel. Cette fois-ci, elle sera photographe. En arrivant à Berlin, Marie-Claude est déboussolée. Elle a passé plusieurs mois ici pendant son adolescence, mais désormais plus rien ne lui paraît familier. Partout où son œil se pose, des croix gammées sont affichées avec fierté alors que des graffitis antisémites recouvrent les vitrines des magasins juifs. L'ambiance globale aussi a changé. Les rues, habituellement festives, laissent maintenant une dérangeante impression de malaise. Un jour, en s'y promenant, elle assiste au spectacle lugubre d'un député socialiste traîné en charrette sous les huées sauvages de partisans nazis. Plus loin, elle entend des murmures. Il semblerait que les communistes sont emmenés de force dans un camp de concentration installé à Dachau, non loin de Munich. Marie-Claude laisse traîner ses oreilles partout. Elle récolte des informations, au compte-gouttes évidemment. Apparemment, les juifs et les intellectuels anti-régime sont envoyés aussi là-bas. On dit même qu'ils y sont exploités, affamés, torturés, parfois même exécutés. Elle doit en avoir le cœur net. En journaliste, les on-dit ne suffisent pas à appuyer un témoignage. Dans l'équipe de vue dépêchée à Berlin, évidemment, personne ne veut risquer de s'aventurer sur place. Tous craignent de se faire appréhender et enfermer à l'intérieur des murs du fameux camp. Maïko, elle, n'a qu'une idée en tête, découvrir la vérité. Grâce à un ancien contact, elle se fait conduire à Dachau. Devant les portes, elle joue de son charme pour amadouer les soldats et prendre quelques clichés de l'entrée du camp. Sa peau blanche, ses grands yeux bleus, ses longs cheveux blonds sont ici, sans aucun doute, un atout non négligeable. Quand elle doit reprendre la voiture, pourtant elle sait que son appareil n'a rien capturé d'intéressant. Les gardes ont été sympathiques, c'est vrai, mais ils ne lui ont pas permis d'avancer pour autant, imaginez. Mais ça y est, d'ici, elle est suffisamment éloignée des sentinelles, c'est le moment ou jamais. Sans réfléchir davantage,
Elle demande au conducteur de s'arrêter, ouvre la porte arrière et monte sur le toit du véhicule. De son perchoir, elle aperçoit l'intérieur du camp, où de minces silhouettes grises marchent avec peine. Dans un coin, des hommes font des pompes, sagement alignés face à des SS qui leur hurlent le désordre. À côté, d'autres silhouettes assises dans l'herbe discutent par petits groupes. En un instant, elle dégaine son appareil photo, capture le spectacle qui s'offre à ses yeux. Les images sont floues, mais tant pis, elles sont là, elles existent. Ni une ni deux, elle remonte dans la voiture qui s'éloigne en vitesse du camp et des soldats. Vue, explore incognito le Troisième Reich. Voilà le titre accrocheur du numéro qui suit l'expédition de l'équipe en Allemagne. Nous sommes le 3 mai 1933 et pour la première fois de l'histoire, des photos d'un camp de concentration sont publiées dans la presse. Maïko, on peut le dire, a réalisé là le scoop du siècle. Suite à cette expérience aussi horrifiante qu'exaltante, l'engagement et le militantisme de la petite Vogel se décuplent. Elle enchaîne sous le nom de Marivaux les reportages pour Vue, Regard et l'Humanité, qui deviendra d'ailleurs le journal principal du Front populaire après son élection en mai 1936. Pourtant, si vous pensez qu'un tel engouement politique fait plaisir à ses parents, en fait vous vous trompez. Lucien et Cosette s'inquiètent en fait pour leur fille, qu'ils considèrent de plus en plus comme extrémiste. Marie-Claude, de son côté, méprise le train de vie bourgeois de ses parents, qui va à l'encontre d'une pensée militante de gauche. Bref, chez les Vogel, la tension est palpable. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.